Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre du RGPD, Règlement général protection des données, on va voir comment se passe un contrôle de la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés. En effet, la CNIL ou Commission nationale informatique et liberté a le pouvoir d'effectuer des contrôles auprès de l'ensemble des organismes qui traitent des données personnelles, les entreprises privées, les associations ou encore les organismes publics peuvent ainsi faire l'objet d'un contrôle de la CNIL. Ces contrôles peuvent se dérouler sur place, sur pièce, sur audition ou en ligne. Ces missions d'investigation sont un moyen d'action indispensable pour vérifier le respect de la loi informatique et liberté. Elles permettent aussi d'apprécier concrètement les enjeux émergents en matière de protection des données personnelles. On se pose la question maintenant, qui la CNIL peut contrôler? Qui la Commission nationale informatique et liberté peut contrôler? En effet, la Commission nationale d'informatique et liberté peut effectuer des contrôles auprès de tout organisme traitant des données personnelles disposant d'un établissement en France ou concernant des personnes résidant en France. Ces missions peuvent être effectuées dans le cadre d'une coopération avec d'autres autorités de protection des données. Si l'organisme dispose de plusieurs établissements dans l'Union européenne et ou traite des données personnelles de plusieurs personnes concernées dans l'Union européenne. Le RGPD permet par ailleurs à la CNIL d'effectuer des vérifications auprès des prestataires sous-traitants en charge de la mise en œuvre d'un traitement pour le compte d'un organisme responsable de traitement. Exemple, hébergement, maintenance. Comment la CNIL décide-t-elle de faire un contrôle? On va dire que les missions de contrôle effectuées durant l'année par la CNIL peuvent avoir de manière équilibrée des origines différentes. Le programme annuel de contrôle, 2 points. Chaque année, la CNIL décide de porter son attention sur les grandes thématiques identifiées, notamment en raison de leur impact sur la vie privée de nombreuses personnes. Ces thématiques sont portées à la connaissance du grand public et conduisent la CNIL à l'issue du programme annuel à communiquer sur les pratiques constatées lors des contrôles réalisés. 2. Les réclamations et les signalements. La CNIL est destinataire des réclamations, plaintes et des signalements parfois anonymes qui portent à la connaissance des faits dont la conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles est en question. Des contrôles sont ainsi réalisés pour vérifier ces pratiques et s'assurer, le cas échéant, du respect des droits des plaignants. Les initiatives. Petit 3, les initiatives. Des investigations peuvent être menées dans le cadre thématique, identifiées notamment au regard de l'actualité, qui sont susceptibles de présenter des problématiques et des enjeux relatifs à la protection des données personnelles. 4. Les dispositifs de vidéoprotection. Au titre du Code de la sécurité intérieure,
CSI, la CNIL est compétente pour contrôler les caméras qui filment des lieux ouverts au public. Exemple, centre commercial, musée, etc. Et réserve chaque année une partie de son activité de contrôle à la vérification de ces dispositifs. 5. Les procédures de contrôle clôturées, les mises en demeure et les sanctions. Des investigations peuvent être menées à la suite d'une procédure de contrôle clôturée, d'une mise en demeure ou d'une sanction, notamment pour vérifier les mesures de mise en conformité adoptées par les organismes. Maintenant, on va voir quelle forme un contrôle de la CNIL, quelle forme un contrôle de la CNIL peut-il prendre? Point d'interrogation. Sur décision de son président, la CNIL peut effectuer des contrôles pouvant prendre 4 formes différentes. 1. Le contrôle sur place. Une délégation de la CNIL se rend directement au sein des locaux d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, afin de mener des investigations portant sur les traitements des données personnelles. 2. L'édition sur convocation. Un courrier est adressé au responsable du traitement ou au sous-traitant afin que des représentants de l'organisme se présentent à une date donnée dans les locaux de la commission. Ces représentants devront répondre à des questions portant sur le traitement, objet de vérification, et le cas échéant, rendre possible un accès aux ressources informatiques de l'organisme. 3. Le contrôle en ligne. Les agents de la CNIL effectuent des vérifications depuis les locaux de la CNIL, en consultant notamment des données librement accessibles ou rendues accessibles directement en ligne, y compris par imprudence, négligeable ou du fait d'un tiers. Ces vérifications sont effectuées à partir d'un service de communication au public en ligne. Par exemple, sur un site internet, une application mobile ou un produit connecté, et peuvent le cas échéant être réalisés sous une identité d'emprunt. 4. Le contrôle sur pièce. Les agents de la CNIL adressent un courrier accompagné d'un questionnaire destiné à évaluer la conformité des traitements mis en œuvre par un responsable de traitement ou un sous-traitant. L'organisme visé par le contrôle doit communiquer à la commission ses réponses en y joignant tout document utile permettant de les justifier. Chacun de ces modalités de contrôle peut être utilisé de manière complémentaire. Ainsi, la CNIL pourra, par exemple, initier ses vérifications en ligne et les poursuivre sur place. Un contrôle sur pièce pourra également être opéré préalablement à un contrôle sur place. Tout contrôle, à l'exception du contrôle sur pièce, nécessite la rédaction d'un procès-verbal au sein duquel les agents de la CNIL consignent de manière factuelle l'ensemble des informations qui ont été portées à leur connaissance pendant le contrôle, ainsi que les constatations qu'ils ont effectuées. Qui réalise les missions de contrôle de la CNIL? Point d'interrogation. L'habilitation délivrée par la CNIL aux grands agents des services. 1. L'article 19 de la loi informatique et liberté modifiée prévoit que les agents de service de la CNIL qui sont appelés à participer à la mise en œuvre des missions de contrôle sont habilités par la CNIL. Les membres de la CNIL peuvent également être désignés pour procéder à des missions de contrôle. 2.
L'habilitation est accordée pour une durée de 5 ans renouvelable, à condition que l'agent concerné n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin numéro D du casier judiciaire. 3. La désignation d'un agent habilité des services de la CNIL pour procéder à une vérification auprès d'un organisme ne peut avoir lieu que si l'agent ne détient pas ou n'a pas détenu au cours des 3 années précédentes cette vérification un intérêt direct ou indirect avec cet organisme. Délibération numéro HAB 2002-003 du 23 mai 2022, habilitant les agents de la Commission nationale informatique et liberté à procéder les missions de vérification. Maintenant, nous allons voir les habilitations délivrées par le ministre aux agents de la CNIL. En effet, les agents qui procèdent à des vérifications portant sur des traitements de données personnelles qui concernent la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté doivent bénéficier d'une habilitation spécifique délivrée par le Premier ministre. De même, les agents qui sont appelés à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale dans le cadre des missions de contrôle doivent y être habilités par le Premier ministre. Décision du 4 février 2022 portant habilitation de certains agents de la Commission nationale de l'informatique et liberté à effectuer des visites ou des vérifications portant sur le traitement relevant de l'article 31 de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relatif à l'informatique et aux fichiers et aux libertés. Maintenant, nous allons voir que se passe-t-il avant un contrôle de la CNIL. La décision de procéder à une mission de contrôle est prise par le président de la CNIL sur proposition des services lorsque le contrôle se fait sur place. La décision du président de la CNIL est notifiée au début du contrôle aux responsables des lieux où se situent le ou les traitements qui font l'objet de vérification. Lorsque le contrôle se déroule sur audition, la convocation doit parvenir à la personne auditionnée au moins 8 jours avant la date de contrôle. Cette convocation rappelle notamment à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans le cadre d'un contrôle sur place, le procureur de la République, territorialement compétent, est informé de la date, de l'heure et de l'objet du contrôle, 24 heures avant que celui-ci ne débute. Il peut être demandé à l'organisme visé, par un contrôle de communiqué préalable, des documents, par exemple, moyens informatiques utilisés, organisation générale de l'organisme contrôlé. En outre, les agents de la CNIL participent au contrôle. Les agents de la CNIL participant au contrôle sont habilités dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi et par l'article 57 à 60 du décret du 20 octobre 2005. Modifié. Ils peuvent être assistés d'experts, comme par exemple des médecins,
certains contrôles nécessitent des habilitations particulières, notamment pour les fichiers couverts par les secrets défense. Maintenant, on va se poser la question, que se passe-t-il pendant un contrôle de la CNIL? L'objet d'un contrôle est de vérifier que les traitements mis en œuvre par l'organisme sont conformes aux dispositions de la loi informatique et liberté modifiée et du RGPD. Le contrôle peut également avoir pour but de vérifier la conformité d'un dispositif de vidéoprotection en application du CSI, ainsi que celle des traitements mis en œuvre dans le cadre de la protection commerciale, au moyen de systèmes automatisés de communication électronique en application du Code des postes et des communications électroniques. À l'occasion d'une mission de contrôle, les agents ont vocation à prendre copie de toutes les informations techniques et juridiques pour apprécier les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les traitements de données personnelles. Maintenant, on va dire aussi que la délégation de la CNIL peut demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission, quel que soit le support à prendre copie et à en prendre copie, s'il vous plaît. Les agents de la CNIL peuvent s'entretenir avec tout personnel susceptible de détenir les informations utiles pour apprécier la conformité des traitements de données personnelles. Par exemple, échanger avec un chef de service, un opérationnel, un informaticien. En outre, les contrôleurs peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données et en demander la transcription pour des besoins de contrôle. Par ailleurs, la délégation peut demander copie de contrats, par exemple, contrat de location des fichiers, contrat de sous-traitance informatique, de formulaires, de dossiers, papiers de base de données, etc. Enfin, un procès-verbal est établi à l'issue du contrôle et fait état de toutes les informations recueillies par la délégation et des constatations qu'elle a réalisées. Il répertorie en annexe tous les documents qui ont été copiés dans le cadre du contrôle. Maintenant, on va dire que lorsque la CNIL est empêchée de contrôler, qu'est-ce qui se passe? Dans le cadre d'un contrôle sur place, lorsqu'un responsable des locaux contrôlés s'oppose à la visite de la délégation, le président de la CNIL peut demander l'autorisation de poursuivre le contrôle au juge des libertés et de détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Par ailleurs, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction de dissimulation des documents le justifie, le président de la CNIL peut demander au tribunal judiciaire territorialement compétent une autorisation préventive pour effectuer le contrôle, sans que le responsable de locaux en ait été informé et ait la possibilité de s'y opposer. L'article 226-22-2 du Code pénal punit d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende l'entrave à l'action de la CNIL. L'entrave à l'action de la CNIL est réalisée en cas de 2 points. 1. D'opposition à l'exercice des missions confiées aux membres ou aux agents habilités lorsque la visite a été autorisée par le juge des libertés et des détentions. 2. De refus de communiquer
de dissimulation ou de destruction des renseignements et des documents utiles à la mission de contrôle. 3. De communication d'informations non conformes au contenu des enregistrements tels qu'ils étaient au moment où la demande de la CNIL a été formulée ou présentation d'un contenu sous une forme qui n'est pas directement accessible. Maintenant, nous allons voir les secrets opposables aux agents de la CNIL. Dans le cadre des investigations menées, l'organisme ne peut pas opposer aux contrôleurs de la CNIL le secret professionnel pour justifier notamment un refus de leur laisser accéder à des programmes informatiques ou leur communiquer des documents, sauf si les données relèvent de la correspondance entre un avocat et son client, ou sont couvertes par le secret des traitements journalistiques. Les contrôleurs de la CNIL ne peuvent par ailleurs accéder aux données médicales individuelles couvertes par le secret médical qu'en cas de présence et sous l'autorité d'un médecin. Maintenant, nous allons voir le secret professionnel des agents de la CNIL. Les agents de la CNIL sont astreints au secret professionnel pour les faits, les actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine de poursuite pénale. Voir article 20 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Enfin, seuls les agents de la CNIL ayant besoin d'en connaître dans les exercices de leurs fonctions, de leur mission, sont habilités à accéder aux documents recueillis au cours de la procédure de contrôle. Maintenant, nous allons voir que se passe-t-il après un contrôle de la CNIL. À la suite d'un contrôle, la CNIL regarde le procès-verbal de contrôle et examine les documents dont une copie aurait été effectuée pour apprécier les conditions de mise en œuvre des traitements de données personnelles au regard des dispositions de la loi informatique et liberté, du RGPD, du SCI et du PCE. Au regard de l'analyse effectuée par la CNIL, différentes suites peuvent être apportées au contrôle. 2 points. 1. Lorsque la constatation effectuée n'appelle pas d'observation particulière, la procédure de contrôle est clôturée par un courrier du président de la CNIL. 2. Lorsque les investigations menées conduisent à établir que les pratiques de l'organisation contrôlée sont constitutives de manquements peu significatifs, la procédure de contrôle est clôturée par un courrier du président de la CNIL accompagné d'observations. Exemple, modification des durées de conservation, des mesures de sécurité, procéder à l'information des personnes, etc. 3. Lorsque les vérifications opérées conduisent à caractériser des manquements plus significatifs, le président de la CNIL peut décider de mettre en demeure l'organisation d'adopter des mesures dans un délai imparti pour se mettre en conformité et ou transmettre le dossier à la formation restreinte de la CNIL, qui peut prononcer les sanctions prévues aux articles 20 et 21 de la loi informatique et liberté et 83 du RGPD. 4. La mise en demeure peut, selon les circonstances, par exemple, nombre important de personnes concernées, impact sur la vie privée des personnes élevé, etc., être rendue publique. 5. En cas d'absence de réponse à la mise en demeure ou de non-respect
des injonctions, le dossier peut également être transmis à la formation restreinte de la CNIL qui peut prononcer des sanctions. Cette transmission à la formation restreinte n'est pas exclusive d'une dénonciation au parquet. Voir article 40 du Code de procédure pénale. J'en ai terminé et je vous en remercie.